As-tu déjà été effacée? Dans ta propre maison? As-tu déjà été traitée comme une intruse? Là où tu croyais être un pilier? Béatrice ne s'attendait pas à ce que la trahison vienne de son propre père, ni de sa sœur, ni pendant une fête, et encore moins dans la maison qu'elle avait secrètement rachetée pour les protéger. Cette histoire ne parle pas d'une vengeance. Elle parle d'un réveil, celui d'une femme humiliée publiquement, mais qui, dans le silence, préparait sa propre libération. Ce récit va bouleverser quelque chose en toi. Tu vas comprendre que la trahison féminine peut naître dans les murs de l'enfance, que le pardon n'est pas l'oubli, mais une frontière, et que parfois, il faut posséder ce qui nous a détruites pour enfin guérir. Beaucoup regardent nos récits, sans encore faire partie du cercle. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste jusqu'à la fin, car ce que Béatrice va faire pourrait bien être ce que tu n'as jamais osé faire pour toi. Il y a des trahisons qui ne viennent pas d'un amant, mais d'un père. Et cette trahison-là laisse une blessure que ni le temps, ni les mots ne peuvent vraiment refermer. Béatrice Oliveira n'était pas seulement la fille aînée de la famille. Elle était celle qui restait debout quand tout vacillait. Celle qui rapportait l'équilibre, la logique, la stabilité. Elle croyait que sa loyauté parlait plus fort que tout. Jusqu'au jour où elle entendit, sans être vue, ce que personne ne devrait jamais entendre. C'était un soir ordinaire. Un de ces jours où la maison sentait le ragoût, où les rires résonnaient entre les murs. Béatrice traversait le couloir quand elle surprit une conversation entre son père et sa sœur, Amanda. Ils parlaient d'espace, de réaménagement, de nouveau départ. Puis le nom de Lucas tomba. Et cette phrase, dite si naturellement par son père, « Il faut qu'elle parte. Cette maison est trop petite pour tout le monde. » Le cœur de Béatrice s'arrêta. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il s'agissait d'une décision. Le choc fut silencieux. Pas de larmes, pas de cris, juste une fissure, fine et irréversible, qui traversa son âme. Ce n'était pas une dispute. C'était une exclusion, programmée, validée, avec le sourire. Elle s'assit sur son lit, dans le noir, et sentit quelque chose mourir en elle. Non pas l'amour qu'elle portait à sa famille, mais l'illusion d'être protégée. Pendant des jours, elle observa. Elle nota les regards échangés, les silences complices, les gestes de recul. Amanda, légère, euphorique, transformait peu à peu l'espace commun en terrain amoureux. Lucas, charmant mais calculateur, se comportait déjà en maître des lieux. Et son père, homme de chiffres, d'honneur et de contrôle, ne voyait rien d'étrange. Ou plutôt, ne voulait rien voir. Mais Béatrice, elle, voyait tout. Et dans cette douleur, quelque chose se réveilla. Une force ancienne, un feu discret, celui des femmes trahies qui décident de ne plus être des victimes silencieuses. Elle ne cria pas. Elle ne demanda aucune explication. Elle se promit seulement une chose. Je ne partirai pas comme ça. C'est dans la solitude que naissent les plans les plus précis. Elle s'informa, contacta son notaire, récupéra les anciens documents de la maison. Et ce qu'elle découvrit la glaça. La maison familiale était encore sous financement. Son père, celui qu'elle croyait invincible, luttait en silence contre des dettes qu'il cachait. Le risque de saisie était réel. Et personne ne lui avait rien dit. Elle aurait pu s'écrouler. Elle aurait pu s'éloigner. Mais elle fit un choix différent. Elle décida de rester, de jouer leur jeu et de préparer, dans l'ombre, la plus douce des vengeances. Pas pour blesser, pour se libérer. Elle allait acheter cette maison, en secret. Et un jour, elle leur montrerait ce que signifie sous-estimer une femme qu'on pense déjà perdue. Pendant 6 mois, elle endura les regards méprisants, les remarques déguisées, l'indifférence grandissante. Chaque jour était une épreuve. Mais elle notait tout. Elle anticipait. Elle calculait. Car au fond, ce n'était pas de vengeance qu'il s'agissait. C'était de dignité, d'alignement,
de réparation. Et pendant que la famille préparait la grande fête des 60 ans de son père, Béatrice préparait une autre fête, celle de sa renaissance. Car il y a des silences qui guérissent et d'autres qui construisent des révolutions intimes. Il y a des hommes qui entrent dans une maison comme un parfum léger et qui empoisonnent l'air sans qu'on le remarque. Lucas était de ceux-là. Charismatique, drôle, cultivé, du moins en apparence, il savait exactement comment s'adapter à chaque pièce, à chaque personne, à chaque silence. Aux yeux de la famille Oliveira, il était un trésor inattendu. Mais aux yeux de Béatrice, il était une énigme. Une façade trop parfaite pour être vraie. Elle l'observait en silence. Chaque mouvement, chaque mot, chaque sourire destiné à son père. Lucas se disait artiste digital, un métier flou mais tendance. Il parlait de NFT, de crypto-monnaies, de galeries virtuelles. Il impressionnait. Mais quand Béatrice lui posait des questions précises, il fuyait, répondait à côté, utilisait des termes techniques comme un brouillard. Et dans ses yeux, il n'y avait aucune passion, juste une stratégie. Béatrice sentait, intérieurement, une tension subtile, une voix fine dans son ventre qui lui murmurait « Il n'est pas ce qu'il prétend ». Cette voix, elle la connaissait. C'était l'intuition féminine, celle que l'on apprend souvent à ignorer, à disqualifier, à étouffer sous des excuses. Mais cette fois, elle décida de l'écouter. Elle commença à chercher. D'abord doucement, un nom mal orthographié sur un profil, une ancienne adresse IP, des photos trop floues pour être honnêtes. Puis elle poussa plus loin, utilisa ses contacts, ses compétences. Et ce qu'elle découvrit la glaça. Lucas n'en était pas à son premier coup. Plusieurs femmes, dans plusieurs villes, avaient été charmées, puis ruinées. Toujours la même méthode, toujours le même profil. Elle trouva un prénom, Julia, une ex, une victime, une survivante. Elle la contacta, attentivement, respectueusement. Et ce que Julia lui raconta confirma tout. Des promesses d'avenir, des projets d'entreprise fictifs, des investissements volatilisés, puis le vide, puis l'oubli. Julia avait failli tout perdre, mais elle avait gardé des preuves. Béatrice et Julia devinrent des alliés de l'ombre. Elles reconstruisirent le passé de Lucas comme on assemble un puzzle noir. Date, nom, virement, mensonge. Tout était là, trop parfait pour être faux. Béatrice sentait monter en elle une colère froide. Pas une rage aveugle. Non, une puissance sacrée. Celle qui surgit quand on comprend qu'on protège non seulement soi-même, mais tous ceux qui vivent encore endormis. Mais elle ne parla à personne, pas même à Teresa, la fidèle employée. Pas encore. Elle savait qu'un seul mot pouvait éveiller les soupçons. Et Lucas, comme tous les prédateurs élégants, flairait le danger. Elle garda le silence. Mais dans ce silence, elle bâtissait une forteresse. Lucas continuait son théâtre. Cadeaux à Amanda, blagues au père, regards charmeurs aux tantes. Il prenait de la place, trop de place, comme une herbe envahissante. Mais Béatrice savait. Et plus il parlait, plus elle s'enracinait dans sa mission. Car parfois, le mensonge a besoin d'une scène pour briller. Mais la vérité, elle, attend son heure dans l'ombre. Et Béatrice, silencieuse et immobile, devenait cette heure. Il existe une forme de trahison qui ne porte pas de prénom. Une trahison silencieuse, faite d'omissions, de documents cachés, de comptes falsifiés. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un cri. C'est un silence organisé. Et c'est ce que Béatrice découvrit un soir, en ouvrant la boîte où son père gardait les papiers importants. Une curiosité soudaine, une intuition, et puis la vérité. La maison des Oliveira, ce pilier familial, ce sanctuaire qu'on voulait lui arracher, n'appartenait pas vraiment à son père. Elle était toujours sous crédit, en retard, en danger. Le mot « saisi » apparaissait dans une lettre de la banque. Et avec lui, un frisson glacé. Non seulement ils voulaient la faire partir, mais ils allaient tout perdre.
et personne ne disait rien. Béatrice resta de longues heures à lire, à croiser les chiffres, à comprendre. Son père, ce Roch, avait peur, honte. Il avait caché les retards. Il avait tenté de renflouer, seul, en secret. Il n'était pas un voleur, mais il n'avait pas su demander de l'aide. Et dans son silence, il avait mis la maison en péril. Et sa fille, en ligne de mire. Cette découverte bouleversa Béatrice. Elle aurait pu le confronter, le juger, mais elle choisit autre chose. Elle choisit la lucidité, l'élévation, car elle comprit que la trahison féminine n'était pas toujours le fruit d'une méchanceté volontaire. Parfois, elle naît de la lâcheté masculine, du silence des pères, des dettes non avouées. Et dans ce silence-là, les femmes apprennent à devenir des piliers à la place des colonnes qui s'effondrent. Elle respira profondément et fit ce que son père n'avait pas su faire. Elle prit les devants. Elle contacta une amie dans le domaine des enchères immobilières, demanda conseil à un avocat discret, et surtout, elle se prépara, car la maison allait être vendue, et elle allait être prête à l'acheter. Pas pour humilier, mais pour protéger, pour garder ce qu'on lui avait refusé. Jour après jour, elle rassembla les fonds. Elle vendit quelques actions. Elle bougea des comptes dormants. Et sans bruit, sans chaos, elle construisit son plan. Elle devenait une muraille en talons, une protectrice silencieuse. Elle, que l'on croyait effacée, devenait l'encre du foyer. Personne ne soupçonnait rien. Le père, toujours dans ses chiffres. Amanda, aveuglée par Lucas. Et Lucas, confiant, croyant qu'il maîtrisait la scène. Mais sous cette scène, Béatrice creusait. Chaque chiffre était une brique, chaque preuve, un fondement. Elle n'acheta pas la maison avec de l'argent. Elle l'acheta avec sa douleur transformée en vision. Elle signa les papiers en silence. Pas de champagne, pas de triomphe, juste un sourire discret. Le genre de sourire qu'une femme brisée porte quand elle sait qu'elle vient de se relever plus forte que jamais. La maison était à elle, légalement, définitivement. Et personne ne le savait encore. Mais elle savait que le moment viendrait. Un moment précis, un moment symbolique, un moment public, où la vérité sortirait comme une lame douce. Et elle savait exactement quand. La fête des 60 ans de son père. Ce jour-là, le mensonge allait devoir regarder la vérité en face. Il arrive un moment où la douleur devient une boussole, où chaque geste, chaque regard, chaque mot non dit devient un indice. Béatrice, après avoir acheté la maison en secret, comprit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Il ne s'agissait plus seulement de protéger des briques, mais de libérer les fondations. Et les fondations étaient emminées par un homme, Lucas, l'intruse aux mains douces et aux poches vides. Mais dans l'art de découvrir la vérité, il faut parfois plus que de la colère. Il faut de l'alliance. Béatrice savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Alors, elle appela Teresa, la domestique de confiance, cette femme discrète qui voyait tout sans parler. Teresa savait. Elle avait vu les allers-retours de Lucas, ses coups de fil, ses papiers glissaient trop vite dans sa veste. Elle accepta d'aider, pas par vengeance, mais parce qu'elle voyait en Béatrice la dernière colonne debout. Puis vint Daniel, un ancien collègue devenu avocat, discret et loyal. Elle lui parla sans phare. Il accepta. Ensemble, ils mirent en place ce que Béatrice appelait son dossier de lumière. Car ce n'était pas un piège, c'était une lampe. Un outil pour éclairer ce que tous refusèrent de voir. Lucas n'était pas un simple manipulateur. Il était un professionnel du mensonge, un architecte de la confusion. Grâce à l'aide de Julia, l'ex-compagne de Lucas, le dossier s'enrichit. Elle envoya des copies de dépôts bancaires, des échanges de messages, des plaintes classées. Le puzzle se formait, et chaque pièce ajoutée faisait vibrer Béatrice d'une énergie nouvelle. Ce n'était pas de la haine, c'était de la précision. Elle ne voulait pas humilier, elle voulait exposer, dévoiler, faire éclater l'illusion. Elle observa Lucas différemment. Chaque sourire devenait un masque.
Chaque baiser donnait à Amanda une scène de théâtre. Mais elle ne disait rien. Elle servait le café. Elle riait aux blagues. Elle jouait encore le rôle de la fille docile, pendant qu'elle préparait sa scène finale. Son ordinateur devint un sanctuaire. Des fichiers nommés par date, des captures d'écran, des fichiers audio, des scans de contrats. Elle dormait peu, mais chaque insomnie était productive. Elle sentait que ce qu'elle construisait allait sauver bien plus qu'un foyer. Cela allait briser un cycle. Elle commença à tisser une chronologie, à relier les victimes de Lucas, à comprendre ses méthodes. Chaque femme blessée devenait un chapitre. Et Béatrice, au lieu de pleurer sur les ruines de sa famille, écrivait leur libération collective. Le dossier n'était plus personnel. Il était historique. Elle prépara même la mise en scène. Une mallette noire. Une copie officielle de l'acte de propriété. Une liste de transactions suspectes. Des photos. Des lettres. Une vérité étouffée, ordonnée, prête à éclater. Elle visualisait le moment, comme une pièce de théâtre intérieure. Le décor, la fête, le moment, le toast, le mot-clé. Voici ce que vous ne savez pas. Et dans cette attente, elle ne se rongeait pas. Elle se polissait. Elle devenait lame, précise, tranchante, mais juste. Car une femme qui décide d'en finir avec le mensonge ne crie pas. Elle prépare le silence qui fera plus de bruit qu'un discours. Certaines vérités ne peuvent éclore que devant les regards. Elles ont besoin d'une scène, non pour briller, mais pour trancher. Et Béatrice avait choisi la sienne. La fête des 60 ans de son père. Une soirée attendue, joyeuse, pleine de rires, de musique, de vin rouge et de fleurs fraîches. Personne ne se doutait qu'au milieu des toasts, une lame allait tomber. Elle portait une robe sobre, élégante, noire comme l'intention de silence qu'elle avait conservée pendant des mois. Son visage était serein, sa voix douce. Elle saluait les invités, serrait des mains, riait parfois. Mais dans son sac, une mallette dormait. Et dans cette mallette, le feu contenu d'une vérité entière. Le moment arriva pendant le toast. Son père leva son verre, la voix vibrante d'orgueil, pour annoncer devant tous les invités « À partir de demain, Béatrice nous quittera. Sa sœur et Lucas vivront ici. » Les applaudissements suivirent. Certains regardèrent Béatrice avec des sourires gênés, d'autres avec pitié. Mais elle, immobile, leva sa main. Un silence s'installa. Le genre de silence que l'on ressent dans les églises et les enterrements. Elle avança, lentement, ouvrit la mallette, sortit les documents, un à un. Elle posa la copie de l'acte de propriété sur la table, puis les preuves de paiement, puis les lettres de la banque confirmant la régularisation. Enfin, le dossier noir sur Lucas. Chaque feuille tombait comme une sentence. Son père blêmit. Amanda baissa les yeux. Lucas tenta un sourire, mais ses mains tremblaient. Béatrice ne haussa jamais le ton. Elle expliqua calmement, posément. Elle parla comme une femme qui ne veut plus convaincre, mais juste éclairer. Lucas tenta de nier. Mais deux enquêteurs, que Béatrice avait discrètement invités, s'avancèrent. L'un tendit un mandat. L'autre montra une photo. Les invités, d'abord choqués, commencèrent à murmurer. Lucas tenta de fuir. On l'intercepta. Béatrice, elle, ne le regarda même pas. Son père chancela. Sa voix se brisa. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Et Béatrice répondit, les yeux humides mais clairs. « Parce que parfois, c'est dans le silence qu'on entend mieux qui est qui. » Amanda s'effondra. Sa mère, absente depuis des années, semblait ressusciter à travers la voix d'une tante qui déclara simplement « Iga la su à main ». Puis Béatrice tourna les talons. La salle derrière elle n'était plus la même. Ni les murs, ni les regards. Elle n'avait pas détruit. Elle avait révélé. Elle n'avait pas crié. Elle avait éclairé. Et dans ce dévoilement, elle ne perdait rien. Elle se rendait tout. Le dernier verre de la soirée fut levé par Teresa, d'un geste simple, en son honneur.
Et dans les yeux de ceux qui restaient, Béatrice vit non pas la peur, mais enfin le respect. Celui qu'on ne donne qu'à ceux qui se sont relevés sans piétiner. Et la fête, sans musique, devint une veillée, une transition, la fin d'un règne et le début d'un territoire nouveau. Après le chaos, il ne reste pas le vide, mais l'opportunité. Ce que Béatrice ressentit les jours suivant la fête n'était pas de la victoire. Ce n'était pas non plus du soulagement total. C'était une étrange lucidité, une paix nouvelle mêlée à un deuil discret. Car même lorsqu'on gagne, perdre l'illusion d'une famille soudée fait mal. Pourtant, elle ne regrettait rien. Elle avait fait ce qui devait être fait. Amanda disparut pendant plusieurs semaines. Aucun appel, aucun message. Son silence était épais, plein de honte et de fierté brisée. Béatrice, pourtant, n'éprouvait pas de colère contre elle, seulement de la fatigue, de l'usure, comme lorsqu'on aime quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, nous laisse constamment dans le noir. Un matin, Amanda revint, les yeux gonflés, le corps amaigri, le ton brisé. Lucas l'avait trahi, bien sûr. Il avait pris ce qu'il voulait, puis était reparti. Le classique. Mais cette fois, elle ne cherchait pas à se justifier. Elle demandait refuge. Et Béatrice, debout sur le seuil de la maison, la regarda longuement avant d'ouvrir la porte. Pas pour tout recommencer, mais pour tout reconstruire. À ses conditions. Elle rédigea un contrat. Pas juridique. Émotionnel. Une charte de cohabitation. Respect, partage, vérité. Amanda signa. Sans discuter. Elle savait. Elle sentait que l'amour de Béatrice n'était pas un don à exploiter, mais un espace sacré qu'on ne devait plus piétiner. Puis ce fut le père. Plus tard. Éteint. Mince. Moins sûr de lui. Il vint sans mots. Un regard suffisant. Béatrice lui fit asseoir dans le salon. Elle posa devant lui une copie du même contrat. Il prit un stylo. Signa. Et dans ce geste, il reconnut enfin qu'il avait failli. Il n'était plus le chef. Il devenait invité. Ils décidèrent ensemble de rénover la maison. Pas pour l'esthétique, mais comme un symbole. On changea la peinture. On ouvrit les rideaux. On remplaça la vieille table. Chaque geste était un acte de réparation. Non pas pour effacer le passé, mais pour ancrer le présent dans une dynamique nouvelle. Teresa fut la seule à ne pas changer. Elle resta le pilier discret. Elle regardait tout ça avec des yeux pleins de tendresse. « La maison respire mieux maintenant », disait-elle en passant un chiffon sur les étagères. Et Béatrice, en l'écoutant, comprit que cette phrase parlait aussi d'elle. Il ne s'agissait plus de vengeance, ni de pardon automatique. Il s'agissait de maturation, d'élévation, d'une justice intérieure qui n'a pas besoin de tribunaux. Car la vraie guérison ne crie pas. Elle s'enracine. Elle transforme les murs, les repas, les silences. La maison devint autre chose. Un temple. Un lieu où chaque pièce portait désormais une mémoire, mais aussi une leçon. Une cuisine où on ne parlait plus à voix basse. Un salon où chacun avait sa place. Une porte d'entrée qu'on ne claquait plus au nom de l'orgueil. Et Béatrice, dans ce nouvel espace, n'était plus une fille soumise, ni une victime stratégique. Elle était l'architecte invisible d'une renaissance familiale. Une femme debout, non pas au-dessus, mais au centre. Et autour d'elle, le monde apprenait enfin à respirer autrement. Il y a des décisions qui ne se prennent pas avec la tête, mais avec le ventre. Des choix qui ne se résolvent pas par la logique, mais par ce frisson ancestral qui traverse l'âme quand elle sait. Béatrice avait reconstruit sa maison, sa famille, une partie d'elle-même. Et c'est alors qu'une proposition arriva, brutale, brillante, tentante. Une grande entreprise immobilière voulait acheter la maison. 3 fois sa valeur. Au début, elle sourit. 3 fois sa valeur. Il n'en connaissait même pas le quart. Ce n'était pas juste une propriété. C'était un théâtre de cicatrices, un hôtel de résilience, un terrain sacré. Mais en même temps, ce chiffre ouvrait des portes. Liberté géographique, nouveau départ, vie sans histoire familiale en arrière-plan.
Elle passa plusieurs jours sans en parler. Elle marchait dans le jardin, s'asseyait sur les escaliers, observait la lumière entrer par les nouvelles fenêtres. Chaque recoin avait une histoire. Un moment de rupture, un éclat de pardon, un fragment d'elle-même collé à la peinture fraîche. Amanda, désormais apaisada, lui dit « Tu devrais faire ce qui est bon pour toi ». Son père, lui, resta silencieux. Il avait compris qu'il n'avait plus le pouvoir de convaincre. Il ne demandait rien. Mais ses regards suivaient Béatrice dans chaque pièce, comme pour lui dire « Tu es libre, mais tu es encore le cœur ici ». Béatrice sortit les plans de la maison. Les anciens, ceux de son grand-père. Elle les posa à côté du contrat de vente proposé. 2 papiers, 2 avenirs, 2 poids. D'un côté, le passé consolidé. De l'autre, une porte grande ouverte. L'une disait « Continue ici ». L'autre murmurait « Va voir plus loin ». Elle consulta Teresa. « Et si tu partais avec moi ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-ironique. Teresa sourit. « Je suis une gardienne de maison, pas une voyageuse. Mais toi, tu peux être les deux. » Et dans cette réponse simple, Béatrice sentit une vérité étrange. Elle n'avait plus besoin de s'enraciner pour être stable. Le soir, elle alluma une bougie dans le salon. Pas pour méditer, pour ressentir. Elle laissa le silence parler. Elle écouta les murs. Et la maison, comme une vieille amie, ne suppliait pas. Elle disait simplement « Je t'ai abrité quand tu en avais besoin. Tu peux partir maintenant, ou rester. Je ne serai pas détruite. » Le lendemain, elle ouvrit le courrier avec l'offre. Elle ne signa rien. Pas encore. Elle posa le contrat sur l'autel du salon. Une manière de dire « Je vous vois. Mais c'est mon âme qui tranchera. » Et ce choix, suspendu, était déjà en soi une réponse. Elle n'était plus poussée à réagir. Elle pouvait choisir. Et c'est là, dans cette hésitation douce, que Béatrice comprit. La liberté, ce n'est pas partir. C'est avoir le droit d'y penser. Sans peur. Il y a des histoires qui ne se ferment pas avec un poing, mais avec un souffle. Béatrice, assise sur le vieux banc du jardin, regarde la lumière se coucher sur les murs de la maison. Tout semble calme. Trop calme pour quelqu'un qui, quelques mois plus tôt, vivait sous tension. Mais ce calme, elle ne le subit pas. Elle l'incarne. C'est le silence après la tempête, le calme intérieur qui ne dépend plus du monde extérieur. Elle pense à tout ce qui s'est passé entre ces murs. Les fêtes, les cris, les silences assassins, les rires retrouvés. Cette maison n'est plus ce qu'elle était. Et elle, non plus. Elle est devenue autre chose. Un sanctuaire de transformation. Non pas parce qu'elle a effacé les blessures, mais parce qu'elle les a rendues visibles, nommées, dignes. Elle se demande, comment calcule-t-on la valeur d'un foyer ? Est-ce le mètre carré ? Le quartier ? Le marché ? Non. Elle sait que ce n'est rien de tout ça. Un foyer, c'est l'endroit où tu tombes, et où tu es autorisé à te relever. C'est là où ton nom n'est pas discuté, où ta lumière n'est pas conditionnelle, où tes silences ne sont pas punis. Béatrice sourit. Pas un sourire de façade. Un sourire organique, issu du ventre. Elle pense aux femmes qui écoutent son histoire, celles qui peut-être vivent encore dans une maison où elles ne sont qu'invitées temporaires, où elles paient tout, mais ne possèdent rien, où elles parlent et ne sont pas entendues. À celle-là, elle veut dire « Tu n'es pas folle, tu n'es pas ingrate, tu n'es pas difficile, tu es en train de te rappeler que ta place ne se quémande pas, elle se reconnaît, et si personne ne te la donne, alors tu peux la créer. Comme un terrain, comme un acte, comme une fondation nouvelle. » Elle regarde les rénovations, rien de spectaculaire, mais chaque détail contient une histoire. Le carrelage refait à 3, le cadre photo remis au mur, les plantes que Teresa a déplacées pour que ça respire mieux. Et Béatrice comprend que la vraie magie d'un lieu, ce ne sont pas ses meubles, mais les énergies qu'on y remet en mouvement. Un SMS arrive. L'acheteur potentiel insiste, propose plus. Mais Béatrice rit doucement. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'achète pas une maison. Il tente d'acheter un récit,
une guérison, un ancrage. Et ça, aucun prix ne peut le toucher. Elle pense à sa mère, absente mais présente dans chaque coin. Elle imagine ce qu'elle dirait. Tu as fait ce qu'il fallait. Pas pour plaire, pour guérir la lignée. Et Béatrice sent ses yeux se remplir. Non pas de tristesse, mais de gratitude. Parce que cette maison n'aura jamais été parfaite. Mais elle aura été vraie. Et dans le silence du soir, elle murmure pour elle-même. Existe-t-il une formule pour calculer la valeur réelle d'un foyer ? Peut-être que oui, et peut-être que je viens d'en inventer une. Et toi, as-tu déjà été traité comme une pièce en trop dans une maison que tu croyais tienne ? As-tu déjà eu envie de tout abandonner ? Puis compris que c'était à toi de poser les nouvelles fondations ? Raconte-moi en commentaire. As-tu déjà dû protéger ce qui te revenait de droit, même contre ta propre famille ? Ton témoignage pourrait être la lumière d'une autre femme ce soir. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Car ici, chaque récit te rappelle que tu n'es pas seul et que ta voix mérite un toit solide. Reste encore un instant. Le prochain récit parle d'une femme rejetée par son compagnon, parce qu'elle voulait emmener sa propre famille à la lune de miel. Clique, ressens, et souviens-toi, parfois, celle qu'on expulse est justement celle qui rachète les murs du silence, avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.